Voilà, alors l'idée, c'est d'avoir le débat, évidemment, autour des thèmes qui ont été évoqués, et avec vous, vous n'hésitez pas à intervenir et à vous manifester, non pas à la fin du débat, mais quand vous le voulez, au fur et à mesure, je me tournerai vers vous pour que ce soit vraiment, comme l'on dit, un débat interactif. Et tout de suite, je vais me tourner vers Didier Tabuteau pour lui poser peut-être, au fond, les questions politiques qui ont été soulevées par vos exposés respectifs. À partir du moment où il y a une augmentation de cette dépense collective, est-ce qu'il n'y a pas des choix politiques à faire pour comparer la rentabilité de ces dépenses avec d'autres secteurs de l'économie? Et par conséquent, et on y viendra, des arbitrages à réaliser. Oui, on est au cœur d'un certain nombre d'arbitrages politiques et sociaux. Je crois que le débat qui a eu lieu ce matin, enfin les présentations qui ont eu lieu ce matin et le débat qui suit, me paraissent révélateurs d'un changement dans le paradigme politique autour de la santé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, d'abord ces débats ont été des débats d'experts, et ensuite ont été des débats qui étaient sans véritable réflexion sur le thème, effectivement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, la charge pour la collectivité, le coût insupportable des prélèvements sociaux, des cotisations, etc. Je crois que même si on est au début du processus, hein, c'est encore le discours dominant, on est dans une phase de transformation, si vous voulez. La question de la production de richesse à travers le secteur de la santé est une question qui se pose de plus en plus. Et c'est pour ça que je trouve que le débat est révélateur de cette évolution du schéma politique. D'ailleurs, je citais je cite dans l'introduction du numéro de Sèvres consacré à cette question, santé, richesse économique, une étonnante chanson populaire qui dit « La santé, c'est pas que des dépenses ». Un thème de chansonnette qui est assez intéressant. Alors, en termes politiques, qu'est-ce qui se pose? Bien sûr, ça a été brillamment rappelé tout à l'heure, la santé, c'est l'investissement dans la capacité productive du pays, au-delà évidemment de l'incidence sur les personnes elles-mêmes. C'est la réduction des coûts sociaux. Il ne faut pas oublier que plus on intervient tôt et efficacement sur la santé, plus on réduit un certain nombre de coûts liés au handicap, à la dépendance, aux soins plus lourds que ceux auxquels on est exposé quand on intervient plus tôt. Mais je crois que fondamentalement, derrière l'investissement en santé, il y a une libération de l'avenir de la société. Et c'était, je crois, Pierre Laroque qui, lorsque la sécurité sociale a été constituée en 1945, disait « L'objectif véritable, au-delà des soins, c'est d'assurer une sécurité véritable du lendemain. » Une sécurité véritable du lendemain. Et cette confiance dans l'avenir est essentielle. Elle peut avoir des conséquences dans les projets, dans la capacité à s'investir dans l'innovation, dans le développement personnel, dans le développement professionnel. Ça a été rappelé par Gérard de Pouvourville tout à l'heure. Mais elle peut aussi avoir des effets économiques intéressants. Par exemple, en limitant la propension à épargner. Si vous n'avez pas de protection sociale pour l'avenir, vous êtes obligé, en tout cas quand vous le pouvez, d'accumuler un certain nombre de richesses, pas forcément de la façon la plus efficace pour la société, parce que vous devez faire face à cet aléa majeur de la santé qui peut survenir. Et on sait bien que la santé, c'est l'économie des hypercoûts. C'est-à-dire que c'est une dépense très élevée, concentrée sur un très petit nombre de personnes, en tout cas dans les pays développés qui ont un système de santé et un certain niveau de qualité de vie. Alors, cet effet économique, cette libération de l'avenir, comme je dis, on peut le trouver. Moi, j'ai été frappé il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, quand la crise financière a frappé les économies. La Chine a annoncé qu'elle allait développer un système de protection sociale pour justement essayer de dissuader les Chinois de trop épargner, enfin de réalimenter la machine économique à travers de la consommation et de l'investissement autre que de l'épargne classique. Je crois que vraiment cette idée que ces systèmes lourds, importants, ont un effet de libération de l'avenir est un élément qui, en termes politiques, est un élément majeur. Sur ce que vous venez de dire, ma question est peut-être naïve, mais quand on compare avec ce qui se passe aux États-Unis, et je me tourne un instant vers Philippe Aghion, vous dites qu'il y a un rapport entre le manque de protection et l'épargne. Mais si je comprends, aux États-Unis, on n'épargne pas et on n'a pas de système de protection. Oui, effectivement. Oui, donc effectivement, on n'a pas de...
Parlez bien Ce près qui du est micro. intéressant, oui, effectivement, le taux d'épargne est faible était faible aux États-Unis. Maintenant, je crois que la crise économique va probablement avoir un impact sur le taux d'épargne. Mais effectivement, les gens épargnent peu. On consomme et effectivement, le système de et les gens. La santé est une angoisse aux États-Unis. Ben, les gens s'angoissent beaucoup sur la santé. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu on interviewait Bill Clinton il y a, je ne sais pas si ça a été retransmis cette interview de Bill Clinton, je ne sais pas, il y a peut-être un mois et demi, et il réfléchissait et il disait, pour moi, la France est un modèle. C'est-à-dire que nous devrions imiter, enfin, aller vers quelque chose qui ressemble au système français. Alors, ce qu'il ne sait pas, c'est que certains en France veulent maintenant qu'on imite les États-Unis et que, même dans ce domaine, alors que les États-Unis, autant il faut imiter les États-Unis, enfin imiter, s'inspirer de l'expérience américaine en matière universitaire, par exemple, éducation supérieure, autant je pense que vraiment, là, dans le domaine de la santé, c'est eux qui veulent s'inspirer de la France, de ce que la France avait de bien. Nous, notre système se détériore, mais eux, ils ont un peu comme modèle notre système, c'est-à-dire un bon mélange de privé, public. Ils veulent ni le système complètement privé comme chez eux et orienté uniquement vers la rentabilité. C'est vraiment, le système américain, c'est jusqu'où ça va quand c'est l'obsession de la rentabilité, quoi. Et on est sans arrêt en train de négocier. Vous allez dans un hôpital aux États-Unis, vous passez des heures à négocier avec les compagnies d'assurance, quoi. Je veux dire, c'est un cauchemar. Et vous avez de l'autre côté le système anglais, qui est le système de la National Health Service, où là, c'est un système entièrement public, mais avec des queues, etc. Et le système français considéré par les Américains, par, disons, l'équipe Obama, je dirais, ou les gens autour de l'équipe Obama, comme disons, la direction dans laquelle il faut, la direction dans laquelle il faut aller. Parliez donc c'est intéressant que nous devrions préserver quand même. Je veux dire, il faut améliorer notre système, mais il ne faut pas le casser, quoi, parce que c'est quelque chose que le monde entier nous envie, quoi, le système de santé que nous avons. Je crois qu'il faut avoir conscience que c'est un des fleurons, une des choses qui fait l'admiration du monde entier, quoi. Donc, ça serait très dommage de démanteler ce que, par exemple, des gens comme Bill Clinton ou d'autres, ce dont eux voudraient s'inspirer pour améliorer leur système de santé. Alors je me tourne à nouveau vers Didier Tabuteau. À l'instant, vous dites qu'il faut préserver ce système. Est-ce que ce système, même s'il y a une évolution, vous l'avez dit, de l'opinion et des dirigeants sur la nécessité d'investir sur la santé, il n'empêche, est-ce que ce système, aujourd'hui, peut continuer à fonctionner tel? Ce qui pose un autre problème, c'est la répartition dans cette dépense collective qui augmente entre les ménages, entre les entreprises et entre la collectivité ou les collectivités publiques. C'est vrai que notre système est confronté à l'émergence relativement récente en France d'une espèce de tabou du prélèvement obligatoire. C'est-à-dire qu'effectivement, ce système s'est construit fondamentalement sur un choix collectif et politique de payer des impôts ou des cotisations sociales, des prélèvements, pour développer la santé. Alors ça a pu être plus ou moins implicite ou explicite selon les périodes, mais enfin, de 1950 à aujourd'hui, la consommation de santé en France est passée de 2,5 de points du PIB à peu près 9 points, et cette augmentation a été pour l'essentiel financée par du prélèvement social, puisque je rappelle que le taux de remboursement global des dépenses de santé a augmenté en France jusqu'aux années 90. Il n'est pas en baisse constante, comme on peut en avoir l'impression. Il a augmenté jusqu'en les années 90. Il s'est stabilisé à peu près depuis autour de 75-77% de ce niveau. Et aujourd'hui, à quoi est confronté ce système? À un espèce de divorce croissant qui pose un problème, à mon avis, de solidité du pacte social, qui est que ce taux apparent de remboursement autour de 75% de la dépense de santé par le système de protection sociale recouvre deux réalités complètement différentes. D'un côté, un remboursement qui demeure satisfaisant, voire très satisfaisant pour l'hospitalisation et les ALD, les affections de longue durée, et qui croît en proportion dans cette dépense, qui explique que ce taux reste constant. Et qui est tout à fait fondamental, puisque c'est la prise en charge de ces fameux hyper-coûts qui pèsent sur 5 à 10% de la population qui sont confrontés aux pathologies les plus graves. Et puis d'un autre côté, vous avez la Sécu vue du grand public qui n'est pas confronté à un problème de santé grave, c'est-à-dire grosso modo 80 à 90% de la population, mettons 80 pour ne pas être là. Et pour ces 80% de la population, le taux de remboursement baisse
continuellement. On est aujourd'hui à 55% de remboursement de la médecine courante, c'est-à-dire la gastro, l'entorse, tout ce qui peut nous arriver dans la vie courante quand on n'est pas confronté à une maladie grave. Et là, vous avez un problème d'équilibre, parce qu'effectivement, si ce taux de remboursement de la médecine courante continue à baisser, des tendances centrifuges vont s'exercer sur le système, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui vont dire on paye beaucoup et on ne reçoit pas grand-chose en contrepartie. Et je crois que c'est autour de ce débat politique qui ne peut être résolu, si on veut maintenir un système de solidarité, que par, sous réserve évidemment d'une maîtrise des dépenses drastique, que par une augmentation des prélèvements obligatoires si la dépense de santé continue à croître dans le PIB, ce qui est hautement vraisemblable aujourd'hui. Donc c'est d'une certaine manière tout un système qui est à remodeler ou réinventer sans en renier les fondements. Oui, avec quand même la remarque par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure et qui a été précisé par Gérard de Pouvourville à la fin de son intervention, c'est que l'augmentation des prélèvements obligatoires pour la santé n'alourdit pas nécessairement le coût du travail. Quand on augmente la CSG, ça ne pèse pas sur le coût du travail, c'est simplement, entre guillemets simplement, un arbitrage de consommation entre de la consommation collective dans un souci de solidarité entre les malades et les bien portants et d'autres types de consommation, puisque ça baisse le revenu net des ménages, d'autres types de consommation qui peuvent être des loisirs, du tourisme, de l'automobile ou que sais-je. Donc c'est un choix de consommation, c'est pas en soi un obstacle à la compétitivité de l'économie nationale. Alors la question qui se pose, c'est qui doit arbitrer ces choix au regard du retour sur investissement. Et je vais poser ensuite la question à Christian Saut, qui a quelques idées sur le sujet. Moi, je reste convaincu, et c'était le point de départ de votre question, que la santé est une question fondamentalement politique par sa portée et les ressorts qui animent les décisions en cette matière, et que ce choix ne peut être fait que dans un cadre de débat large, ce qu'on a appelé pendant un temps la démocratie sanitaire, en tout cas une procédure de prise de décision au niveau régional comme au niveau national qui permette, non pas à tous de s'exprimer parce que ça n'existe pas, mais à tous les représentants des malades, des usagers du système de santé, et même à travers les débats publics et médiatiques, de bien prendre conscience des enjeux et des choix qui sont à faire. Ce débat public sur les questions de santé est encore à inventer. Il est frémissant, je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui changent, mais on est quand même très loin d'être entré dans une phase de maturité en ce qui concerne ces choix collectifs. Et ces choix collectifs, ces débats collectifs, ne peuvent être faits de façon efficace que s'ils sont éclairés par de l'expertise mise à la disposition de tous, ce qui est extraordinairement difficile. On a un système de santé qui a une capacité d'expertise exceptionnelle, avec des cercles d'expertise, des procédures, des instances d'expertise tout à fait remarquables. Et je crois qu'on n'a rien à envier à d'autres pays. Peut-être en médico-économie encore on progresse. En revanche, nous n'avons pas ce point de passage ou cette transformation de cette expertise en une expertise utilisable directement pour le débat public, par les associations et par le grand public de manière générale. Et nous devons faire de gros progrès dans ce domaine si on veut que les choix politiques dont on vient de parler puissent être exercés dans la pleine compétence de chacun. Quand vous parlez d'expertise, vous parlez de la démonstration de l'impact, et on revient à ce qui était dit au début de ce débat, de l'amélioration de la santé, l'amélioration des innovations thérapeutiques sur l'économie, sur la croissance. Absolument. C'est pour ça que je me réjouissais du débat de tout à l'heure. C'est la connaissance de l'efficacité de ces dépenses d'investissement collectif très lourdes, mais également leur efficience. C'est-à-dire, je crois que quand Gérard de Pouvourville disait il faut savoir ce que produit la machine, comment elle le produit et si on peut faire mieux ou moins bien, ces éléments-là doivent aussi être mis à disposition du public. Ça suppose un travail de vulgarisation au sens le plus noble du terme qui est assez difficile. Alors Philippe Aghion, travail de recherche mais aussi de vulgarisation. Je voulais donner un chiffre, je n'ai pas tout à l'heure, parce que j'ai montré des tableaux et en fait avec Fabrice on discutait. Je crois que c'était quand on a poussé pour l'éducation supérieure. Je vous racontais tout à l'heure l'épisode, j'avais transformé Matignon en salle de classe et j'avais montré une régression à Raffarin avec vous savez, les tableaux, comme je vous avais montré avec les petites étoiles. Et on va essayer d'expliquer qu'il y avait vraiment des gains de croissance à dépenser davantage dans l'éducation supérieure. Mais on pourrait donner un chiffre à partir des régressions qu'on a. Alors maintenant, on peut les prendre plus ou moins au sérieux, nos régressions. Mais c'est de dire, par exemple, si on augmentait l'espérance de vie de 5 ans, eh bien, on augmente d'un demi-point de croissance. On gagne un demi-point de croissance. Vous savez, Sarkozy voulait gagner 1 point de croissance. Ben, c'est intéressant de savoir qu'en augmentant l'espérance de vie de 5 ans, vous pouvez gagner un demi-point dans le long terme
c'est que c'est intéressant. C'est quand même, ça vous dit que c'est quand même une source importante. On a mentionné d'autres sources de croissance. Mais je crois que vraiment l'idée du débat, c'est de dire, bien sûr, rationaliser, bien sûr qu'il y a peut-être des coûts excessifs dans certains domaines, mais quand vous faites un débat sur réorganiser le système de santé, vous devez quand même garder en mémoire que vous pouvez créer un demi-point de croissance de plus en augmentant l'espérance de vie de 5 ans. Donc tout calcul économique sur la santé doit prendre cette donnée-là, quoi. Elle ne peut pas éviter cette donnée, quoi. Ça, c'est un chiffre simple et parlant, à mon avis. Alors précisément, actuellement, voilà. à quel rythme évolue notre accroissement de longévité? Alors, on gagne combien maintenant? Quelqu'un peut... Un trimestre par an. Un trimestre par an, non? Oui, mais ça peut stopper, jusqu'à maintenant. Si maintenant, c'est pas une donnée, je veux dire, c'est influencé par les politiques. Si maintenant on décide de faire des coupes sérieuses dans les dépenses, on va ralentir, évidemment.